C'est en 2003 au Club de la Presse de Mons que Pierre Vercauteren s'offre sa première séance d'analyse et d'expertise politique devant un parterre de journalistes locaux. Depuis, Pierre Vercauteren n'a plus jamais quitté ce cercle restreint des consultants appelés à s'exprimer dans les médias lors des campagnes électorales, des sorties de sondages, des élections ou de tout autre événement à caractère politique. Pierre Vercauteren est politologue et professeur à l'UCL Mons. Il est aussi le vice-doyen de la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication. Quels sont les enjeux locaux de ces élections à multiples niveaux? Quels sont les rapports de force entre les formations présentes? Comment se démarquer politiquement sur les terres d'un Premier ministre? De cela et de tout le reste, on en parle dans ce Face à vous, présenté par Pierre-Jean Burian. Bienvenue dans Face à vous. Merci d'être avec nous. Bonjour Pierre Vercauteren. Bonjour. Merci d'être là aussi. Alors, est-ce que les consultants, le consultant que vous êtes, est influent? Est-ce qu'il peut aller jusqu'à influencer le vote, à votre avis, en cette période préélectorale? Tout dépend du type de public. Il faut savoir que le consultant que je suis est essentiellement mobilisé par des médias classiques, que ce soit de la presse audiovisuelle ou de la presse écrite. Beaucoup moins dans les nouveaux réseaux sociaux et par exemple sur Internet. Ça veut dire qu'il y a déjà un type de public qui est plus de type Internet qui, lui, ne va pas vraiment être influencé. Pour les autres, cela dépend des analyses. Maintenant, le but des consultants n'est pas d'influencer les lecteurs, mais bien plutôt d'apporter un éclairage qui permet une prise de distance. Et c'est en cela. Alors, si une prise de distance influence, oui, mais ce n'est pas du tout dans l'optique partisane, mais bien au contraire, dans une optique de prise de distance et de liberté des lecteurs. Voilà, alors durant l'émission, si vous souhaitez réagir, comme d'habitude, c'est Twitter, le hashtag Face à vous. Vous imaginiez un jour être un consultant en politique? Pas nécessairement. Je pense que c'est de manière assez fortuite qu'au fond, j'ai été amené à rentrer dans ce qui est un peu, pour employer l'expression de Raymond Barre, le microcosme politique. Tout cela a commencé en 2003. En 2003, nous donnons une formation en horaire décalé en sciences politiques. Et un de mes confrères a parmi ses étudiants un journaliste, ici de la place Montoise. Et ce journaliste disait à ce confrère qui est juriste, mais pourquoi ne viendriez-vous pas présenter ou expliquer un petit peu les enjeux de ces élections de 2003 ? Il est venu me voir, ce confrère, en me disant « Mais est-ce que toi, tu ne viendrais pas avec moi? Parce que sur les enjeux juridiques, je peux venir. Sur les enjeux politiques, tu es mieux outillé. » Et nous y sommes venus un petit peu la fleur au fusil, puisque nous n'étions pas du tout connus comme des collègues aussi prestigieux que Vincent de Corbiter du CRISP. Et nous y sommes arrivés, à notre grande surprise, nous avons rencontré plus d'une quinzaine de journalistes de la place Montoise, alors que nous ne pensions en rencontrer qu'informellement 2 ou 3. Et ça a été le début. Et puis c'était parti. Et puis c'était parti, effectivement. Vous n'avez plus quitté les journalistes. Et ça ne s'est plus départi. Il est vrai aussi que l'actualité politique a été très mouvementée au cours de ces 10 dernières années et que cela a entraîné, de la part des médias, la nécessité aussi de mobiliser davantage les experts de différentes disciplines parce que cette crise est particulièrement complexe. Voilà, dans 2 semaines, ce sera les urnes. Est-ce que l'enjeu pour ces élections, l'enjeu premier, ce sera l'abstention? Le taux d'abstention? Je ne pense pas qu'on va assister à un tel degré d'abstention pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a peut-être une conscience d'un enjeu plus fort dans cette échéance électorale, puisque nous sommes à une élection multiniveau, région, nationale et européen. Et puis d'autre part aussi parce qu'il y a peut-être moins le sentiment d'un ras-le-bol qui était présent dans la crise de 2010. Nous étions là dans une élection anticipée qui faisait suite quasiment 1 an à l'élection régionale qui était précédente, qui elle-même faisait suite à 2007, 2006, etc. Autrement dit, on a eu, dans la première décennie du XXIe siècle, beaucoup de rencontres électorales. Ici, n'oublions pas que c'est aussi une échéance qui termine une législature fédérale avec une crise de 542 jours. Je pense que là, les citoyens, sans doute, vont regarder différemment. En outre, moins d'attention aussi par le fait qu'il y a un grand nombre de formations alternatives, ce qu'on appelle un peu les petits partis, qui peuvent, elles, alors, rencontrer les voix des électeurs. Un taux d'abstention pourtant qui était en augmentation entre les années 80 et 2012. On va voir juste 2 chiffres. Taux d'abstention dans les années 80, 93,83%. En 2012, il était de 89. Le taux de participation, pardon. Oui. Donc on voit quand même effectivement, que ce sera un des enjeux. Comme je le disais, il y a eu effectivement un grand nombre de rendez-vous électoraux entre 1999 et 2010.
Sans doute, alors il y a bien entendu les élections communales de 2012, mais sans doute que ça pourrait moins jouer cette fois-ci. Maintenant, encore une fois, c'est le 25 mai qui nous en apportera la réponse. Voilà, une petite note d'humour. Voyez comment on combat l'abstentionnisme. C'est une campagne qui se déroule au Québec. Le petit extrait vidéo. Philippe, tu votes pour qui aux élections? Moi, je vote pas. Ne pas voter le 4 septembre, c'est dangereux. De méthode radicale au Québec. L'élection 2014 est historique, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait allusion, 3 niveaux de pouvoir vont être renouvelés. Ça faisait, c'est effectivement, la dernière échéance de ce type date de 1999 et c'est une échéance qui renforce en quelque sorte l'importance du scrutin aux yeux à la fois des électeurs mais aussi aux yeux de ceux qui sont prêts à s'engager dans la vie politique. Et c'est là que l'on voit un des phénomènes qui explique la survenance de nouvelles listes en quelque sorte, celle qui consiste à se dire l'enjeu est à ce point important qu'il vaut mieux être présent que de s'abstenir, ou bien que de chercher à se ranger derrière des formations politiques traditionnelles. Ça voudrait dire aussi que est-ce que ça ne va pas favoriser des majorités plus différentes à chaque niveau de pouvoir? On peut considérer d'abord que la cible des nouvelles listes est davantage le niveau fédéral. C'est intéressant parce que, en dépit de la 6e réforme de l'État qui donne davantage de compétences aux régions et aux communautés, dans l'esprit de ceux qui forment ces nouvelles listes, c'est le niveau fédéral qui reste un niveau clé de pouvoir. Paradoxalement, c'est aussi le niveau où il y a le moins de postes à pourvoir, 150 parlementaires fédéraux, alors qu'il y a davantage de places dans les assemblées régionales. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point tient au fait que le fait de se présenter tient aussi dans l'idée que les formations traditionnelles, qui ont toutes été à un niveau ou à l'autre de pouvoir, ont été amenées à devoir prendre des décisions difficiles, voire même impopulaires depuis 2010. Et donc, elles sont un petit peu délégitimées aux yeux de ceux qui veulent présenter des listes alternatives. Et il est intéressant de voir que dans la liste alternative, il y a des listes qui étaient déjà présentes depuis un certain nombre d'années. On pense au Parti populaire d'un côté et au PTB de l'autre. Mais que même ces listes-là, aux yeux des nouvelles listes, ne représentent pas suffisamment d'alternatives pour dissuader de présenter des listes en plus. Et donc on sent bien qu'il y a là une volonté d'ouverture encore plus grande du champ de choix politique que par rapport à ce qui était présent précédemment. Alors est-ce que les petites listes risquent de brouiller les cartes en Wallonie? Je vous propose une question de Gilles Dufresne, qui est étudiant à l'UMONS et en stage à l'RTBF. On l'écoute. Bonjour Monsieur Vercotteren, je suis étudiant à l'Université de Mons en sciences humaines et sociales, en sciences politiques. Je fais partie d'un projet de journalisme organisé par la RTBF autour de Mons 2015. Et voici la question que je voudrais vous poser. Est-ce que le succès électoral croissant du PTB peut être attribué à un manque d'alternatives, modérées à gauche et à une centralisation du PS? Je ne dirais pas un manque d'alternatives modérées. Je pense au contraire que des partis comme le PTB veulent une réponse plus radicale que celle qui est portée par les formations traditionnelles de gauche, que ce soit d'un côté le Parti socialiste, de l'autre le Parti écolo. Je tiens à préciser que le succès de ces nouvelles formations, de ces formations alternatives, ne constitue pas du tout une opposition à un affaiblissement de la démocratie. Au contraire, c'est un signe de santé démocratique que de voir des formations venir se présenter, se sentir suffisamment libre pour pouvoir le faire. Cela étant, on doit considérer surtout que nous sommes dans une période de crise profonde sur le plan financier, économique et social, que cela emmène tous les gouvernements, à quelque niveau de pouvoir, à devoir prendre des positions difficiles, qui forcément génèrent un taux d'impopularité, et c'est là, alors à ce moment-là, que cela ouvre le champ à des formations alternatives. Voilà, Pierre Vercotteren, une seconde question de Gilles Dufresne, toujours étudiant à l'UMONS. Bonjour Monsieur Vercotteren. Alors ma deuxième question est la suivante. En démocratie, on élit les partis et les personnes qu'on pense pourront nous représenter au mieux. Alors est-ce bien dans l'esprit démocratique que d'appeler à ne pas voter pour les petits partis dans le but de renforcer les pratiques traditionnelles dans d'éventuelles négociations avec la NBA? Manque de fair-play des grandes formations? Alors il y a une différence entre un manque de fair-play d'un côté et la dimension démocratique ou non. Je pense que, fondamentalement, le fait d'avoir des petits partis qui se présentent n'est pas du tout un affaiblissement de la démocratie. C'est au contraire un signe de santé, parce que cela montre que le jeu politique est ouvert et doit le rester. Maintenant, nous sommes aussi dans une campagne électorale qui est basée sur une concurrence, une compétition. Autrement dit,
il s'agit d'attirer le voix des électeurs et généralement en disant « c'est moi le meilleur parti, ne votez pas pour les autres ». On reste dans cette logique. Cela étant, la dispersion des voix que peut entraîner le fait de voir un plus grand nombre de formations politiques se présenter peut avoir un effet inattendu et non recherché de la part des petites formations. Celle de se dire qu'au fond, puisque les voix sont beaucoup plus dispersées, nous sommes dans un système proportionnel qui nécessite des coalitions pour pouvoir trouver une majorité. Si les partis traditionnels ont moins de voix et de sièges que ce qu'ils avaient précédemment, ils vont sans doute devoir se mettre à un plus grand nombre autour de la table pour former une coalition que si on avait moins de dispersion des voix des électeurs. Ça ne va pas faciliter les choses. Ça ne facilite peut-être pas les choses, ça n'est pas moins démocratique, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. 23 listes pour le Hainaut, c'est pas plus qu'il y a qu'en 2009 ? Alors, en 2010, on avait déjà 23 listes, mais sans doute que l'on a des listes qui étaient déjà présentes et puis des nouvelles listes qui ont un petit peu, comme des lucioles, s'allument au soir et s'éteignent le matin. Sans doute notamment en raison du faible score qu'ils ont réalisé. Mais cela montre aussi à quel point, dans le Hainaut, il y a cette volonté large de participer en étant présent dans le scrutin et en même temps, le signe qu'effectivement, dans une région qui est durement touchée par la crise financière, économique et sociale, les réponses des partis classiques ne suffisent pas et appellent alors davantage à vouloir des réponses alternatives. On vote pour les fédérales, pour les régionales, pour les européennes. Ça veut dire que le lendemain des élections, ça va être pas facile de composer tous ces exécutifs fédéral, européenne, fédéral et régional, 9 exécutifs à composer. Alors, ce n'est jamais très facile parce qu'en plus, en Belgique, on va évidemment regarder le score de la NVA au nord du pays. Dans quelle mesure la NVA va sortir confirmer, voire renforcer, ce qui lui donne alors un poids et un effet de levier plus important pour l'influence de la composition de la majorité nationale. Mais il y a tout de même un deuxième phénomène. Une des questions est de savoir si, au-delà de la question de l'abstention que vous posiez tout à l'heure, il y a aussi peut-être une question du panachage des voix. En 1999, on a pu observer qu'un certain nombre d'électeurs avaient panaché leur voix. Autrement dit, on vote une couleur à la région, une autre couleur au fédéral et encore une troisième couleur au niveau européen. Ceci rendra évidemment plus difficile à lire le message de l'électeur auprès des responsables politiques. Et tout cela va faire qu'on va vraiment devoir se compter si, comme l'annoncent certains sondages dans la presse écrite, plus de 20% de l'électeur va panacher son voix. Ça va compliquer les choses dans les constitutions et on va devoir observer notamment les stratégies des partis. Est-ce qu'on va d'abord constituer les majorités, les exécutifs régionaux avant le fédéral, qui sans doute s'annonce comme étant le plus compliqué? C'est une question qui reste très ouverte actuellement. Alors, un petit détour par les enjeux locaux. Le Hainaut perd un élu pour le fédéral. Et même chose pour la région, mais là c'est l'arrondissement qui perd un élu. Ça renforce la bataille électorale, ça aussi. Il y a moins de place. Cela est fait pour effet mécanique et arithmétique déguiser la concurrence électorale. Et on voit donc une concurrence qui va être aiguisée de deux côtés. Moins de sièges à pourvoir d'une part, et un nombre qui reste très important de listes en présence, à plus forte raison quand des sondages annoncent que certaines listes alternatives sont de nature à mordre en quelque sorte sur l'électorat de partis traditionnels. Oui, les 15 derniers jours de la campagne peuvent s'annoncer particulièrement aigus à cet égard. C'est une campagne assez calme, malgré tout. La RTBF organise des face-à-face qui ne sont pas vraiment des face-à-face tendus. On l'a encore vu ce matin entre Didier Reynders et Elodie Roupeau. On ne se bagarre pas en tout cas. C'est une campagne qui est assez dynamique de manière générale, mais elle paraît moins dynamique dans la mesure où elle est longue. On peut dire qu'elle a commencé au soir des élections communales lorsque Bart de Wever a lancé sa philippique à l'encontre des partis francophones et des partis flamands. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, quand c'est une élection à plusieurs niveaux de pouvoir, ça brouille un peu la perception de l'électeur quant aux vrais enjeux. Et alors, on va voir effectivement le fait que la NVA étant une sorte d'épée de Damoclès, les autres partis politiques, y compris du côté flamand, se disent on va sans doute devoir de nouveau se retrouver autour de la table. Et c'est vrai qu'un débat comme celui qui a eu lieu récemment entre Elodie Roupeau et Didier Reynders a paru jusque quasiment à la fin du temps d'antenne comme un débat à fleur et moucheté. Oui, juste un petit dérapage qui sera analysé plus tard. Au niveau Mons-Borinage, c'est une prédominance d'Elodie Roupeau. C'est pas facile pour les autres partis de faire campagne avec la présence sur son terrain d'un Premier ministre. Nous sommes là classiquement en présence d'un phénomène politique
atypique dans le monde politique belge en général et francophone en particulier, puisque nous avons une personnalité qui est très fortement marquée par son caractère charismatique, ce qui est assez inhabituel dans la vie politique belge. C'est un premier point. Deuxième élément, le fait évidemment d'être Premier ministre sortant lui donne un argument supplémentaire, à plus forte raison que traditionnellement en Belgique, y compris du côté francophone, on est très légitimiste et que si le Premier ministre s'en tire relativement bien, il est paré de vertus supplémentaires, ça constitue pour lui un véritable bonus en termes de campagne électorale et ça rend les choses d'autant plus difficiles pour la concurrence. Ça veut dire qu'il est au top de sa forme, entre guillemets? Il est en tout cas dans des conditions favorables qu'il ne rencontrera probablement plus dans sa carrière politique. Vous voyez d'autres ministrables chez nous dans Alors, région Mons-Borinage? Il est toujours difficile de répondre à une telle question parce que d'abord, quand vous en citez quelques-uns, vous allez vous mettre à dos ceux que vous n'avez pas cités. Oui. Et puis d'autre part, qu'il est très dangereux aussi de se prononcer dans la mesure où vous n'avez pas les cartes en main sur base des résultats des élections pour pouvoir vous dire quelle coalition. Or, nous savons que le jeu va être probablement plus ouvert que l'on l'imagine. Alors je vous demande, et ce sera la dernière question peut-être, de sortir votre boule de cristal. Dans le vif, vous avez déclaré que les scénarios, parmi le scénario le plus probable, c'était la continuité au fédéral et une majorité PSMR à la région. Vous maintenez cette analyse? Au niveau fédéral, cela me paraît effectivement probable. À la région, ce sera la loi des chiffres qui va imposer soit la reconduction d'une tripartite de différentes natures, soit une bipartite. Mais encore une fois, il faudra vraiment se compter et ça pourra jouer à 1 ou 2%. Ce 1 ou 2% d'indécis qui peut faire toute la différence et qui peut basculer à la faveur des 15 derniers jours de la campagne électorale. Et puis l'enjeu, on le dit, on le répète, c'est le score de la NVA. C'est vraiment la NVA qui a les cartes en main, les cartes politiques pour l'avenir de la Belgique. Si l'électeur flamand, effectivement, confirme les intentions de vote régulièrement précisées dans les sondages d'opinion, ça peut rendre les choses extrêmement complexes. L'hypothèse de plusieurs mois de négociations fédérales n'est pas à exclure. J'imagine que vous serez présent sur les plateaux de télé dans les jours qui viennent, dans les journaux déjà pour les analyses et pour les résultats. Vous serez en tout cas, je peux déjà peut-être l'annoncer avec encore un petit signe, un petit conditionnel, mais vous serez notre invité le lundi 26 mai, le lendemain des élections. Merci Pierre Vercauteren d'avoir été notre invité et merci pour ces réponses précises. Voilà, quant à nous, à très bientôt. Vous pouvez revoir l'émission sur télé-mb.be, notre site sur YouTube, Télé-MB TV et bien sûr nous suivre sur Twitter, le hashtag Face à vous. Excellente soirée, au revoir.